Bonjour à tous, mon nom est Ilona Boisdrivet, assistante de recherche au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Merci d'être présent virtuellement et de participer à cette webconférence d'aujourd'hui sur les promesses de l'intelligence artificielle, simple mirage. Aujourd'hui, pour discuter des promesses optimistes de l'IA et de ses effets sur son développement au Québec et au Canada, nous accueillons le professeur Yves Gingras au département d'histoire à l'UQAM. Professeur Gingras, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous cède la parole, puis peut-être commencer par vous présenter et présenter un peu le sujet de notre webconférence d'aujourd'hui. Merci de votre invitation. Ça me fait plaisir de discuter avec vous d'un certain nombre de questions à partir de l'exemple de l'IA. Et donc, on parle des promesses, mais on veut aussi, et je reviendrai à ma conclusion sur cet aspect, il y a plusieurs éléments dans l'IA qui sont très importants pour une réflexion critique des sciences humaines et sociales qui doivent garder leur indépendance face au développement technologique. Donc, je prends l'exemple de l'IA, mais vous allez voir, ça m'amène à des choses, à des considérations aussi beaucoup plus larges. On dit que l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, elle est de toutes les conversations, et on dit tout et n'importe quoi à son sujet. Surtout n'importe quoi. Il s'agit surtout de délires émanant de personnes ayant tout intérêt à nourrir des fantasmes populaires. L'emploi du terme intelligence pour cette discipline est une supercherie, car il est basé sur des vieux pieux qui sont loin de la vérité. L'IA donc revient en force avec son lot de promesses et je soutiens que l'intelligence artificielle n'existe pas. Là, vous allez dire, mais qui est Yves Gingras pour oser dire des choses aussi extraordinaires alors que les grands savants, nos experts en IA qui ont des doctorats, qui ont des prix internationaux, nous disent que ben, j'ai une petite nouvelle pour vous, je vous garde le secret, c'est que ce n'est pas moi qui parle. Tout ce que vous venez de lire vient de Luc Julia, qui a écrit le livre « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Et Luc Julia, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un grand expert en informatique, qui est un co-créateur de séries, que certains d'ailleurs chez vous utilisent peut-être pour allumer la TV ou écouter la radio, comme si vous n'étiez pas capable de l'éteindre vous-même. Et donc, on assiste depuis un certain temps à une intoxication médiatique de l'intelligence artificielle. Et ici, je donne un exemple. Si on met intelligence artificielle dans les journaux, on voit très bien qu'il y a eu un pic absolument extraordinaire. Donc, c'est une émergence radicale à partir de 2015-2016. Si on met le mot algorithme, parce que bien sûr, au fond, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de mise au point d'algorithmes informatiques, de milliers, sinon de centaines de milliers de lignes de code. Il n'y a pas de fantôme dans la machine. Et même chose, on voit donc l'émergence soudaine qui, pour un sociologue des sciences, est très intéressant. Ça émerge pourquoi, dans quel contexte? Et donc, il faut faire un petit détour aussi, parce que comme on parle toujours d'intelligence artificielle, on dit oui, mais si on parle d'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on sait c'est quoi l'intelligence. Et on la compare, on la contraste avec l'intelligence probablement naturelle. Donc, je me dis, allons voir plutôt du côté de ceux qui travaillent sur l'intelligence. Je pense, entre autres, un des fondateurs, au fond, de la recherche en psychologie sur l'intelligence, c'est le grand psychologue Jean Piaget, qui a travaillé avec ses enfants. C'est le fondateur d'une approche expérimentale du développement de l'intelligence, du nourrisson jusqu'à 12 ans environ. Et on voit dans plusieurs... il y en a au moins 8, mais vous allez sûrement trouver un gourou qui va vous dire qu'il y en a 12 ou 6 ou 40. Mais disons 8, c'est déjà un bon départ. On parle de l'intelligence logico-mathématique. On parle de l'intelligence verbo-linguistique. On parle de l'intelligence spatiale, que je n'ai pas d'ailleurs, je n'ai aucun sens de l'orientation. On parle de l'intelligence intrapersonnelle. Vous trouverez qu'est-ce que ça veut dire. On parle de l'intelligence
kinesthésique ou corporelle. On parle de l'intelligence interpersonnelle. Si vous avez faire des amis, vous devez avoir l'intelligence interpersonnelle. On parle de l'intelligence musicale et rythmique. Et on parle de l'intelligence naturaliste. Donc, vous voyez qu'on est dans une rhétorique de l'intelligence qui, ici, en parlant d'intelligence artificielle, génère tout un ensemble de faux problèmes dont on ne s'aperçoit pas parce qu'on prend pour acquis que les mots n'ont pas de conséquences, qu'on peut appeler ça une intelligence artificielle. Et je vous suggère de lire le grand livre du philosophe John Austin qui s'appelle « Qu'en dire, c'est faire » et qui rappelle la valeur performative du langage et que les mots ont un sens et que choisir un mot au lieu d'un autre n'est rarement un phénomène neutre. Ça a un choix parce qu'on vise d'un but avec ça. Donc, revenons à notre intelligence. Par automatisme rhétorique et linguistique, la comparaison avec l'intelligence naturelle, parce que l'artificiel s'oppose toujours au naturel, ce qui génère des discussions vaines autour d'un mot qu'on n'a jamais défini, l'intelligence. Et donc, exemple, on compare avec le cerveau, donc l'humain. Même si les mécanismes n'ont rien en commun, si vous allez voir les neurologues, ils vont vous apprendre qu'ils ne connaissent pas grand-chose, au fond, sur comment fonctionne véritablement le cerveau et comment les neurones, on sait qu'ils sont connectés, mais comment ça fonctionne au niveau cellulaire ou comment la mémoire se construit, on connaît très peu de choses là-dessus. Donc, l'intelligence naturelle, dans le cerveau, on a encore beaucoup à apprendre. Et là où le symbolique joue, c'est que le jeu d'échecs, c'est considéré comme être très intelligent. Donc là, on est dans la sociologie de l'intelligence. Si vous dites que vous jouez aux échecs, on va penser que vous êtes intelligent, vous êtes un intello. Et donc, si l'ordinateur gagne aux échecs contre un humain, il est donc très intelligent, parce qu'on vient de dire que quelqu'un qui joue aux échecs est intelligent. Voyez-vous, en passant par le jeu d'échecs, on vient essayer de nous faire croire que le jeu est intelligent. Or, un jeu d'échecs, ça a des règles très précises, formalisables très simplement. Donc, tout ce qu'il faut, c'est un ordinateur assez gros pour combiner dans l'espace des combinatoires qui est infini, le maximum combinatoire que l'humain, lui, bien sûr, ne peut pas faire. Par contre, cet ordinateur-là, soi-disant intelligent, brûle des millions de kilowattheures, alors que l'être humain en dépense à peine quelques watts. Donc, déjà, au point de vue énergétique, on compare des choses absolument incomparables sous la même dénomination, le mot intelligence. En plus, dans la reconnaissance humaine, un enfant, il montre 2-3 images et il a compris qu'un chat, c'est un chat. La soi-disant profondeur de l'apprentissage, on parle d'apprentissage profond. Mais vous, c'est intéressant. Pourquoi on appelait ça apprentissage profond? Pourquoi on n'a pas appelé ça ce que c'est? Apprentissage avec un réseau multicouche. Ça veut dire qu'il y a plusieurs couches de calcul qui se renvoient d'un étage à l'autre. C'est technique, ce n'est pas profond. Mais si on dit qu'un apprentissage profond, on a toute la sémantique de dire « Ah oui, ça doit être… » C'est comme une pensée profonde. Un philosophe qui a une pensée profonde, c'est sérieux. Donc, l'apprentissage profond est supposé d'être profond. Pourtant, ça y prend des milliers d'images et ce qui se passe techniquement avec les reconnaissances de visage, le taux d'erreur est absolument immense. Or, on leur a donné des millions de pages de faces et ils ne les connaissent même pas. Donc, c'est la rhétorique. Et aussi, l'idée de inexplicabilité stimule la croyance au génie magicien surhumain. Hey, c'est inexplicable. Maintenant, et on reconnaît, puis on ne sait pas trop la cause. L'inexplicabilité est une rhétorique pour rendre encore plus mystérieux les choses. Et Julia lui-même le dit bien qu'au fond, l'explicabilité, au contraire, c'est crucial pour assurer la confiance. Si vous avez une boîte noire, vous ne savez pas comment elle marche, il n'y a personne de sérieux qui va faire confiance à ce qu'il y a dedans. Donc, ça m'amène à la définition de l'IA, selon moi. Le vrai sens de l'IA, ce n'est pas intelligence artificielle. IA, ça signifie intelligence apparente. Parce qu'au fond, comme les automates du 18e siècle, l'algorithme semble autonome et intelligent. Et quand on gratte un peu à la surface, on voit qu'au fond, c'est une apparence, qu'il n'y a absolument rien de profond dans ça. C'est une mécanique compliquée. Et si vous vous demandez, quand vous avez un algorithme, combien de lignes
de code il y a là-dedans. Vous allez voir que c'est assez simple électroniquement, mais compliqué humainement à avoir écrit toutes les lignes de code pour qu'on puisse détecter des choses automatiquement, ce qu'un ordinateur, bien sûr, de l'algorithmique. Et ça nous amène à ce que c'est et à ce qu'on vit actuellement. Ce qu'on vit actuellement avec l'intelligence artificielle, c'est un autre état connu par les sociologues depuis longtemps, ce qu'on appelle de l'économie des promesses. Et ici, vous avez mon collègue Pierre-Benoît Joly qui nous définit bien la chose en nous rappelant que les promoteurs des promesses technoscientifiques sont des marchands d'espoir et ne manquent pas d'exagérer les possibilités des solutions technologiques. Les promesses se comportent ainsi comme des bulles spéculatives. Les attentes génèrent un surinvestissement qui conduit inévitablement à des déceptions lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous, ce qui provoque une baisse des moyens. C'est un circuit classique dans le domaine des technologies, mais on dirait que les gens n'apprennent pas et à chaque 10 ans, on nous ressort une promesse. Je vous rappellerai qu'autour de l'an 2000, dans les journaux, on ne parlait que de génome humain, que le génome humain va guérir la maladie, ça va donner la médecine prédictive et la médecine personnalisée. Chaque personne va avoir son génome, on va, comme un ingénieur, on va guérir ses maladies. On n'en parle plus trop parce qu'on s'est aperçu que c'est un peu plus compliqué que ça. 10 ans après, pour faire oublier ça, on a inventé les nanotechnologies. On a créé en 2001 aussi, à cette époque-là, jusqu'en 2010, les nanotechnologies devaient révolutionner l'univers. Il y avait peut-être même des dangers que les micro-robots nanotechnologiques rentrent dans nos corps pour nous manipuler. On délirait carrément. Et on a forcé les gouvernements à mettre des millions par exemple, dans Nano Québec, qu'on a créé en 2001. Et 2015, parce que c'était plus à la mode les nanos, on a changé de nom. On a appelé ça Prima Québec. Ça fait de la bonne recherche sur les matériaux. Et il n'y a plus de hype du nanotechnology revolution, comme disent nos amis américains. Donc, il y a une rhétorique économique qui s'emballe et qui nous donne des choses qui, quand on réfléchit 5 minutes et qu'on connaît l'économie, qui est une science loin d'être scientifique, hein, qui prédit à peu près sur la base d'une idéologie du marché qui ne fonctionne jamais parce qu'on se trompe constamment, ce n'est pas grave, mais il faut le dire. Et là, on a ici le gouvernement du Canada qui nous annonce que sur 10 ans, le PIB va augmenter de 16,5, non pas 16,0, mais 16,5 milliards de dollars et qu'on va créer sur 10 ans de 16 000 emplois. Incroyable que le gouvernement qui est incapable de faire fonctionner l'AI, qui est la super grappe de chaîne d'approvisionnement axée sur l'intelligence apparente. Autre exemple plus extraordinaire, mais que nos gouvernements achètent, c'est les think tanks comme McKinsey et compagnie qui nous prédisent le futur très lointain. Et ici, vous avez une courbe extraordinaire qui nous dit que l'automation va être une force productive globale, que l'adoption va changer des choses révolutionnaires. Et si vous regardez les années, c'est intéressant. On est en 2016 jusqu'en 2095. Difficile de croire que quelqu'un de sérieux peut payer pour avoir un document de ce genre-là. On sait très bien qu'à une année de la crise de 2008, pas un ennemi sur la Terre qui l'a prévu. Zéro. Là, ici, on a des gens qui, à gros coûts de contrat, vous disent combien de milliards va être créé en 2095. Et on a un calcul sur la productivité du G19 qui nous annonce que l'automation va créer des choses extraordinaires et que dans les prochains 50 ans, le taux de croissance de PIB va être 2,9 et ensuite dans les 50 prochaines années, il va être de 1,4. Et encore une fois, si vous êtes attentif, vous dites 1,4, c'est très précis. Ce n'est pas 1,3, ce n'est pas 1,0. Donc, il y a de la fausse précision en mettant des chiffres qui n'ont aucune validité. Aucune. Donc, on est dans l'optimisme scientiste total avec toutes les prédictions sur l'intelligence artificielle. Mais encore une fois, pour rappeler que ça est un mécanisme général, qui n'est pas la première fois qu'on a ça. Donc, on devrait avoir appris un peu
je vais vous conter une petite histoire que personne ne connaît ou à peu près, parce qu'elle est vieille, 1975, à peu près. Ici, on est au Québec. Donc, en 1975, Hydro-Québec, dans ses rapports, prévoyait un taux de croissance annuel moyen de la demande d'électricité de 7,5 % jusqu'en l'an 2000. Ça, c'est une croissance énorme parce que 7,5 par année, c'est exponentiel. Donc, elle se disait, mes calculs me disent que si on veut être capable de produire cette demande-là en l'an 2000, il faut se dépêcher à produire d'électricité parce qu'on va manquer d'électricité en l'an 2000. Conclusion, quel rythme? Le complexe de barrage La Grande, qui était sur le point d'être terminé au milieu des années 80, ne suffirait pas. Donc, il faut tout de suite préparer la demande qu'on prédit. Et donc, toujours selon les rapports d'Hydro-Québec, deux par année entre 90 et 95 et 3 par année entre 1995 et 2000. Donc, maintenant, faites un petit calcul arithmétique. Le total, c'est 1 fois 5 plus 2 fois 5 plus 20. Ça fait 30 réacteurs nucléaires. Professeur Gingras, Le... des fois, le son coupe quand vous parlez. Est-ce que vous êtes loin de votre micro? Non, je suis, Non? ça OK. ne peut pas être ça. C'est la ligne. Ah, OK. Parfait. Pas de problème. Je voulais seulement vous avertir. OK. Et donc, il nous faudrait, si on écoute ces grands ingénieurs-là, 30 réacteurs nucléaires le long du Saint-Laurent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous savez sûrement que l'électricité nucléaire, qui aurait compté, selon leurs calculs, pour 1/3 de l'électricité produite en 0%. Parce que ce qu'ils n'ont pas prévu, nos grands savants, c'est qu'il y a eu une crise du pétrole. Et ça, c'est une crise socio-politique. Ce n'est pas une crise technologique. C'est que la société et la politique ont fait que les pays producteurs de pétrole ont dit, nous, on est tannés de vous donner notre pétrole pour rien, on veut se développer économiquement, on augmente les prix. Bien, si vous augmentez les prix, au moins là, la loi de l'offre et la demande marche un peu mieux que le reste des soi-disant prédictions des économistes. On a diminué la consommation d'énergie. En diminuant la consommation d'énergie, les grandes prévisions sont disparues, à tel point qu'encore, il y a 2-3 ans, Hydro-Québec avait un surplus d'énergie qui faisait baisser la valeur du prix de l'énergie en vente au niveau international. Donc, les prédictions sur 10-15 ans, il faut se dire, attention, on n'est pas en physique des particules élémentaires ici. On est dans un espace socio-politique et qui n'est pas une économie mathématique. Et donc, en gros, on suit dans toutes ces technologies ce que Gartner, qui est une autre boîte de think tank, mais qui a fait un modèle qui est intéressant parce qu'il est général, il donne une bonne idée très globale, mais c'est mieux que rien. Ça nous dit, au fond, il y a quand même 3 phrases assez classiques que j'appelle l'excitation, l'espérance et la désillusion. L'excitation, on l'a vu en 2016, on voyait tous nos gourous de l'IA à la télé tous les jours nous prédisant l'avenir radieux, etc. Depuis 3 ans, là, on les voit un petit peu moins à TV parce qu'ils ont dit des conneries. Et aujourd'hui, on commence à poser des questions. Donc, on est au moins au début de la désillusion. Je donnerai quelques exemples pour le montrer dans les discours. Et donc, commençons par la phase d'excitation. On a les nouveaux devins de l'IA. Et je vous donne des extraits réels. Je ne dirais pas qui a écrit ces grandes prédictions-là, mais c'est des choses qu'on trouve au Québec, au Canada. Hein? Will affect. Bon, l'IA va affecter tous les secteurs de l'économie. On est juste à la pointe de l'iceberg. Et ce qui est intéressant, c'est souvent ceux qui disent ça, ce n'est même pas des économistes, c'est des informaticiens qui savent faire des codes, mais on ne sache pas qu'ils connaissent bien le développement socio-politique d'un pays ou l'économie globale. Et on prévoit
une croissance de l'IA de 25 par année dans toutes les sphères d'économie. 25 par année. Écoutez, il n'y a pas un phénomène économique qui va à cette vitesse-là. OK? Il n'y en a pas. Et évidemment, un autre informaticien ou informaticienne qui nous dit que, ah oui, elle appelle ça une révolution, comme si les autres n'avaient pas nommé ça avant. C'est moi, j'appelle ça une révolution parce que l'impact est un impact cognitif qui va changer toutes les choses dans tous les secteurs, etc., etc. Les machines peuvent faire des choses extraordinaires qui peuvent changer la société, même si on ne sait pas combien de temps cela va prendre avant d'arriver au niveau d'intelligence des humains. Peut-être 100 ans. Voyez-vous, ça, c'est des discours de scientifiques au contenu à peu près vide. Parce que si vous faites une prédiction, puis vous dites, ben, c'est peut-être 10, c'est peut-être 50, c'est peut-être 100, je ne le sais pas, si vous êtes en train de parler pour rien dire. Et on tombe dans les prévisions hyperboliques. Hein? Ça, par contre, c'est intéressant, je le nomme parce que c'est un rapport gouvernemental. Hein? C'est le comité d'orientation de la grappe de l'intelligence artificielle au Québec, 2018. En 2030, on ne sait même pas ce qu'on va faire en 2022 à cause du COVID, mais eux savent ce qui va arriver en 2030, puis ils ont écrit ça avant le COVID, bien sûr, hein, qui n'ont pas prévu non plus. Donc, la contribution de l'IA à l'économie mondiale devrait atteindre 15 milliards 700 milliards. Donc, pas 15 milliards tout court, hein, 15 000 milliards. Mais 15 700, plus précis encore. Comme si 10 pays de la taille du Canada faisaient leur apparition sur la planète et se mettaient à y injecter de la richesse. Donc, ça va créer de la richesse, ça va créer de la richesse. On nage, à mon avis, si on a un peu de distance critique, en plein délire. Et l'intelligence, mieux que ça encore. Ça, c'est le Conseil canadien, c'est une autre affaire j'ai oublié le CCEU, le SIG, mais c'est encore des organismes avec des grands experts. L'intelligence artificielle pourrait, par l'ampleur de ses retombées, générer une richesse nouvelle, capable d'aider le Québec à faire face aux impacts économiques du vieillissement de sa population. Donc là, maintenant, on a l'IA qui va venir nous régler le vieillissement de la population. Au début du COVID, on disait que l'IA nous réglerait le problème du COVID. Hein? Donc, après 3 ans de délire, il y a des scientifiques un peu moins naïfs qui commencent à dire attention, à la force de dire des conneries, ça va nous revoler d'en face. Et donc, vous avez Gary Marcus en 2018 qui écrit, je pense, dans Nature, que les risques actuels d'exagérer l'impact de l'IA, c'est d'avoir un nouvel hiver de l'IA. Quand il parle de l'hiver de l'IA, c'est toute la période, en gros, des années 80 à 2000 où l'IA, ça n'avançait pas. Puis là, avec les réseaux neuronaux, effectivement, on a eu un développement technologique très intéressant qui aujourd'hui commence à stagner. Donc, il y a eu un boom, mais aujourd'hui, ça stagne. Mais ce n'est pas certain que ça va continuer sur cette lancée. Donc, attention, il pourrait y avoir un retour du bâton. Maintenant, des économistes, revues sérieuses, qui regardent la réalité, se disent, au fond, les prévisions les plus grandioses de l'IA ne se réalisent pas. Et la confiance, on se demande si ça ne rentre pas dans le mur encore, cette prévision technologique. Toujours dans des économistes, ils font une petite critique très ironique du Dr. Hinton. Hinton, c'est Monsieur Gourou IA, Joshua Bengio, c'est les deux équivalents. Le Canada anglais a ses prédictions de Hinton et le Québec a ses prédictions grandioses de M. Bengio. Et donc, Hinton, il y a quelques années, disait qu'on n'a plus besoin de former, soyons précis, des radiologues. Ça ne sert à rien de les déformer parce que quand ils vont être formés, ils vont avoir été remplacés par l'intelligence artificielle qui regarde ça et qui réglait toutes les affaires. Et en blague, effectivement, ils disent quoi qu'en pense M. Hinton, il y a aujourd'hui, en 2020, un problème, il manque des radiologues. Donc, ici, on a encore un informaticien, Hinton, qui est bon dans son domaine, qui mérite un prix, mais qui ensuite se mêle de prédire des choses que si les gouvernements les avaient suivis,
Ça aurait été une absurdité totale de dire « Faites-moi confiance, je prépare un algorithme qui va lire les rayons X et on n'a plus besoin d'un médecin qui est radiologue. » N'importe qui d'autre dirait des énormités comme celle-là, on dirait mais quand ça vient d'un grand savant, on pense qu'il peut parler de tout. Et donc, ça nous amène à un domaine qu'il faut creuser, que moi, je ne creuserai pas parce que je n'ai pas l'expertise, ce que j'appelle la psychosociologie des gourous, dont le pur, évidemment, c'est nul autre que Ray Kurzweil, qui nous a prédit la singularité avec les nanotechnologies. Maintenant, il nous parle de l'âge des machines spirituelles. Tout ça, pour quelqu'un qui a une bonne formation scientifique de base, c'est du délire. Okay? Et donc, regardons des choses assez fascinantes. Elon Musk, le grand investisseur que tous les journaux considèrent comme un génie parce qu'il a mis au point la voiture Tesla dans l'espace comme si c'est lui qui les avait faites. C'est complètement ridicule. Il nous dit, Elon Musk, qu'il a peur que l'IA prenne le contrôle du monde. Ensuite, le grand physicien Stephen Hawking, qui lui craint que l'IA pourrait mettre fin à la race humaine. Rappelons aussi que le même grand savant, grand physicien, avait peur de contacter les extraterrestres. Enfin, Bill Gates est préoccupé par la super-intelligence. Là, on a au fond des gens qui sont amenés par les médias à dépasser leur domaine d'expertise et à dire n'importe quoi. Et donc, Luc Julia, toujours, que j'appelle à mon rescousse parce que c'est un vrai informaticien, se posait la question, mais qu'est-ce qui pousse des personnes intelligentes à faire des déclarations aussi absurdes? Et moi, je rajoute une autre question que je trouve plus intéressante, parce qu'elle relève de la sociologie, c'est qu'est-ce qui pousse des personnes intelligentes à croire de telles déclarations? Parce que des gourous des livres, on peut comprendre, Kurzweil veut vendre des livres, bon, mais que les gens l'écoutent, c'est plutôt ça le problème. C'est comme une secte. Qu'il y ait quelqu'un comme Raël qui veut faire une secte en disant qu'il est en contact avec les extraterrestres, on peut trouver ça bizarre. Mais ce qui est dangereux, ce n'est pas lui, c'est que les gens écoutent Raël. Et donc, ensuite, il faut aller dire, OK, une fois qu'on a dit qu'il y a des grands discours qu'il faut apprendre à regarder avec un œil un peu ouvert et un peu critique, il faut faire un peu peut-être de sociologie, se dire par quels outils on peut aller voir ça. Et je suggère, c'est ce qu'on va faire plus loin, de regarder les réseaux, quels sont en contact, quel est le sous-groupe qui mène le monde et le groupe qui est en contact avec ceux qui mènent le monde, en gros, les acteurs et les lobbyistes. Et au Québec, on a la chance, et au Canada aussi, d'avoir une base de données de tous les lobbies qui doivent s'inscrire pour dire « je veux influencer le gouvernement ». Et on peut aussi regarder qui est sur les conseils d'administration des organismes liés à l'écosystème, terme que je n'aime pas, mais c'est un système, il n'y a rien d'écologique là-dedans, c'est un système de relations, d'intelligence apparente, et c'est basé sur une métaphore écologique douteuse que logique. Ici, on a plutôt un réseau tricoté serré de petits groupes qui définissent les politiques. Quand même, en préparant, par exemple, des dossiers clés en main pour les ministres en mal d'annonces innovantes ou à l'étape budgétaire, lorsque les gouvernements doivent savoir où mettre de l'argent. Et en rhétorique que l'économie, l'idéologie économique de la rupture, hein, c'est sur la compétition mondiale. Ça, c'est la rhétorique dominante actuellement. Et, comme je l'ai dit, on pourrait prendre l'exemple des nanotech et comparer les textes des nanotech et les textes de l'IA. Et un bel exercice, c'est de les prendre et de remplacer un seul mot. Remplacer dans les documents sur les nanos, le mot nano par IA, puis il y a des grosses chances que le texte soit génial et qu'il s'applique actuellement à l'IA, parce que c'est de la rhétorique habituelle. Et aussi, il faut bien sûr invoquer un retard sur l'autre, donc il faut se mettre à courir en avant quand quelqu'un nous dit que si on ne court pas, on va être dépassé. Et là, on a peur d'être dépassé, on met de l'argent, puis au bout de 5 ans, on va avoir oublié que ça n'a pas donné des résultats, ni les nanos, ni les bio.
Donc, peut-être un petit retour à Descartes. L'art de se persuader de mon ami Raymond Boudon des idées douteuses, fragiles ou fausses. Bien, pour ça, il faut raisonner précisément, se demander comment on fait des calculs sur ce qui va se passer dans 15 ans à 1/10 près. Et vous, moi, j'ai une formation en physique. Et en physique, quand on prend des mesures, là, qu'on a 19,4, 1/10, on est bien content. Puis on lit là, dans la physique des particules, dans les objets qui tombent. On n'est pas avec des gens qui ont des comportements imprévisibles. Quand on fait des calculs à 1/10 de décimale, déjà c'est douteux. Il n'y a pas de science économique qui est capable de vous faire ça. Et donc, il faut rendre explicite les hypothèses cachées ou implicites. On prend pour acquis plein de choses et on en tire des déductions. Par exemple, on dit j'ai un algorithme de détection, ça va permettre de détecter tous les cas de COVID et de trouver tous leurs contacts. Cette phrase-là présuppose qu'on a testé l'appareil et qu'il marche, ce qui n'a pas été fait. Donc, il faudrait commencer par le tester. Il faut toujours poser la question préalable. Et rappeler que le passé est bourré de prévisions du même genre. Et donc, une autre chose qui est intéressante et qui est très originale avec l'IA, mais qu'on trouve dans d'autres, c'est ce que j'appelle l'éthique comme remède aux inquiétudes. Et donc, on dit, oui, l'IA, l'intelligence apparente, va être une éthique, elle va être morale, elle va être responsable. Donc, on prépare déjà les gens à dire, OK, ils sont gentils, ceux qui font ça. Au fond, à mon avis, ce qu'on a, c'est une forme d'agnotologie, c'est-à-dire qu'il faut étudier la construction de l'ignorance. Et l'intelligence, notre intelligence, elle est enfumée par l'éthique de l'IA. Pourquoi? Parce qu'on est à l'ère des déclarations, la déclaration de Montréal sur l'IA responsable. Mais il y a aussi la déclaration de Paris, il y a la déclaration de Leiden, il y en a plein. Pourquoi on a toutes ces déclarations? C'est simplement une stratégie de visibilité, d'attirer l'attention. Montréal est sur la carte mondiale parce qu'elle a fait la déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle. Et aussi, quand on signe ça, on se donne de l'importance. J'ai signé la pétition, je fais quelque chose, je suis actif. Alors qu'on n'est pas actif quand on signe une pétition de façon électronique, on clique sur un bouton, souvent sans réfléchir. C'est ce qui fait qu'il y a des milliers de pétitions aujourd'hui qui ont des dizaines de milliers de signatures qui, à mon avis, n'ont sociologiquement aucune valeur. Et on est éthique, bien sûr, contre la guerre, les inégalités, pour la collaboration. Donc, regardons la Déclaration de Montréal. On nous dit que l'IA doit ou va permettre aux individus de réaliser leurs propres objectifs moraux et leur conception de la vie digne d'être vécue. Mais vous m'expliquerez lors de la période des questions en quoi l'IA a quelque chose à faire là-dedans. Hein? Une vie digne d'être vécue. Et chacun fait ses choix moraux. C'est complètement faux. On sait très bien que les algorithmes sont prédéfinis et vous acceptez leurs règles ou vous n'avez pas accès. Ça, c'est la réalité. On nous dit aussi que l'IA éthique, dans la Déclaration de Montréal, pourra contribuer à éliminer les relations de domination entre les personnes et les groupes fondées sur la différence de pouvoir, de richesse et de connaissances. Bien, écoutez, si vous avez fait un cours de sociologie 101 ou de Sciences Po 101, vous savez très bien que les relations de domination, ça n'a rien à voir avec des algorithmes, aussi gentils qu'ils puissent être, pour décider votre prochaine émission de Netflix. C'est un tissu d'absurdité qui a été décidé par qui? Bien, par des informaticiens autour d'une table qui veulent aider l'univers au lieu de faire des codes comme leur profession leur demande de le faire. On dit aussi, toujours dans la Déclaration de Montréal, que le développement des systèmes d'intelligence artificielle doivent se réaliser de manière à assurer une soutenabilité écologique forte de la planète. Bien sûr, il fallait bien mettre l'écologie là-dedans. Aujourd'hui, il faut être écologique, il faut être durable. Hein, le mot-clé, c'est développement durable, IA durable, université durable, hein, développement minier durable. Tout un tissu de mots à la mode vide. Or, pendant qu'on se gargarise d'éthique à l'IA, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Bien, Google, Facebook et les autres gaffeux, on devrait dire, continuent leur petit manège sans être dérangés, et en enrôlant même les universités heureuses d'innover et d'être à l'avant-garde du mouvement mondial avec des promesses de start-up,
de jeunes pousses nourris de fonds publics, bien sûr, avant d'être achetés ou déménagés. Ici, j'avais mis Biochem Pharma, parce que c'est la même histoire qui est arrivée dans les années 90, mais j'aurais pu rajouter le fameux élément IA, dont le Québec, les ministres se vantaient que élément IA était le fer de lance de l'IA au Québec. Alors que les vrais experts indépendants disaient élément IA, le fer de lance. Mais voyons donc, ils n'ont jamais produit un produit, ils ont juste convaincu des gens à investir, surtout le gouvernement, à mettre de l'argent pour ensuite, eux, s'accumuler une visibilité pour se faire vendre au plus vite. Donc, la stratégie des startups, elle est presque toujours la même. Tu vends un produit qui n'existe pas, les investisseurs mettent des millions, puis quand ça a une valeur assez élevée, tu vends. Tu n'as rien produit, sauf que tu as fait peut-être un petit profit. Ça, c'est la réalité de l'économie des startups dans le domaine de la spéculation. Pourtant, il faut parler de la légitimité des critiques. Parce que là, j'entends les gens dire « Oh, Gingras, tu es critique de l'IA. » Bien, c'est parce que si on n'est pas critique de l'IA, je me demande bien qui va l'être. Ce n'est pas les informaticiens qui sont en conflit d'intérêts. Leur job, c'est d'écrire des codes. C'est très bien, il nous faut des informaticiens. Mais quand ils viennent nous faire la morale sur l'éthique, il faut peut-être leur rappeler à l'ordre un petit peu. Et donc, c'est bien de vous rappeler dès 1965, un philosophe très connu à travers le monde, Hubert Dreyfus, avait déjà fait un texte sur l'alchimie et l'intelligence artificielle. Où il disait qu'au fond, on était dans la pensée alchimique, où on veut transformer du plomb en or par de la rhétorique. Et c'est revenu 40 ans plus tard. Ici, on est dans la revue Nature vers 2018, si ma mémoire est bonne, qui nous parle que est-ce que l'intelligence artificielle, la rhétorique, n'est pas devenue une nouvelle alchimie? Et donc, cette critique-là est importante pour les sciences humaines de façon indépendante. Pourquoi? Parce que la mode aujourd'hui, depuis 4-5 ans, c'est de nous parler de co-construction. Tout le monde répète co-construction, c'est gentil. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, la co-construction? Donc, regardons dans le cas de l'IA ce que ça veut dire. Ici, vous avez un livre qui a fait un bon impact, qui est très gentil, très généreux, par une informaticienne, Cathy O'Neill. Weapons of Mass Destruction. Bien sûr, en anglais, on voit le jeu de mots avec Weapons of Mass Destruction, qui étaient les bombes atomiques, etc. Qui a été traduit en français, Algorithme, la bombe à retardement. Quel bon titre. Et avec une préface de Cédric Villain. Villani, qui est député français, grand mathématicien, il a gagné la médaille Fields, qui est le plus, ça veut dire que c'est le meilleur mathématicien du monde de moins de 40 ans. Il nous dit dans sa préface, Cathy est parfaitement légitime. Donc là, on voit que c'est Villani qui définit la légitimité des critiques, ce qui en soi est intéressant. Elle connaît bien les algorithmes pour les avoir pratiqués, conçus, vérifiés des années durant. Donc, cette petite phrase nous dit beaucoup de choses. Elle nous dit que le mathématicien Villani, qui n'est pas sociologue, qui ne connaît probablement pas grand-chose aux sciences sociales, ni à la rhétorique de la manipulation, nous dit que lisez ce livre-là parce qu'elle est une informaticienne qui sait de quoi il parle. Allons voir ce qu'elle nous dit. OK? Au fond, quand on lit son livre en une phrase, on apprend, c'est très intéressant pour un sociologue, qu'une informaticienne vient découvrir le vrai monde. C'est assez intéressant. Elle est sortie de son labo, après fait des codes, puis elle a découvert que le monde existe. Ce que les sociologues savent depuis minimum 3 siècles. Donc, on lit, contrairement au nombre utilisé dans mes études universitaires, les chiffres qui alimentaient ceux du fonds spéculatif pour lequel elle travaillait représentaient quelque chose de concret. Il s'agissait de l'épargne retraite et des hypothèses d'individus bien réels. Rétrospectivement, cela m'apparaît comme une évidence flagrante. C'est en 2008, au moment où les marchés se sont effondrés, que l'horrible vérité m'a frappé de plein fouet. Donc, comme je dirais, mieux vaut tard que jamais. Mais que valent ces dénonciations curieusement applaudies
par le député Villani, qui est l'auteur en France d'un rapport sur l'IA pour l'humanité. Oui, parce que l'IA pour l'humanité, si ce n'est pas pour l'humanité, l'IA, c'est pour qui? Les robots. Donc, c'est un titre. Et là, vous dites, mais je ne comprends pas, là, les informaticiens maintenant viennent nous dire qu'ils ont découvert le monde, pendant que nous, les sciences sociales, on leur dit depuis 50 ans que le monde existe en dehors de leurs chiffres déconnectés de la réalité et que la co-construction, c'est de travailler avec eux. Bien, je vais leur dire d'abord, allez suivre un cours de sociologie 101, apprendre qu'il y a des groupes sociaux, qu'il y a des luttes entre les groupes sociaux, qu'il y a une hiérarchie légitime des objets. Allez faire un cours de sociologie. Puis nous, on a déjà ces fêtes de science pour savoir qu'un algorithme, c'est pas trop compliqué à comprendre, c'est compliqué à développer, mais c'est pas compliqué à comprendre. Les Babyloniens ont été les premiers à faire des algorithmes, là, 3000 ans. Le problème aussi, qui est politique, c'est qu'on assiste à une hyper-concentration des ressources. Je ne développerai pas cet aspect-là, mais au fond, en un mot, l'argent que le Québec a mis jusqu'à maintenant uniquement sur l'IA est plus que tout ce qu'il met pour l'ensemble des sciences au service de toutes les disciplines. Ici, vous avez les budgets des organismes subventionnaires, toutes disciplines comprises, donc tous les profs en chimie, en physique, en sociaux, tous les profs ensemble ont moins d'argent que le seul petit domaine de l'IA. Et ici, j'avais la liste pour vous montrer que tous les budgets, les millions sont tombés du ciel par centaines de millions. Et non seulement ça, mais le Canada s'est associé à l'Institut canadien des études avancées pour en plus donner des chaires de recherche à qui, toujours au même monde, Bengio affilié à l'époque à Element IA, d'autres affiliés à Google Brain, à Facebook, à Microsoft, comme si ces compagnies-là ne pouvaient pas, par leur R&D, acheter le Québec au complet. Donc là, on a le Canada qui donne des chaires affiliées à des industries, comme si ces industries n'étaient pas capables de payer ce salaire-là et même de multiplier par 10 sans que ça apparaisse dans leurs fonds. Donc ici, personne ne se pose des questions sur ça, alors qu'on comprendrait que le gouvernement donne des chaires pour des PME qui n'ont pas les moyens de se payer des ingénieurs. C'est des programmes qui existent. Mais ici, on a ça avec des compagnies privées qui peuvent acheter le Québec sans problème. Après, on se dit, mais comment ça marche cette affaire-là? Bien, si on fait l'analyse de réseau, on voit que c'est un petit groupe très limité d'organisations qui tournent tout autour des mêmes personnes qui sont ici. Et bien sûr, Bengio est le cœur, associé avec Hélène Desmarais, qui est à la tête du CA de toutes ces organisations-là. Évidemment, la famille Desmarais, qui, sous Bourassa déjà, menait à peu près tout ce qui se décide au Québec, a continué jusqu'à nos jours à être assuré d'être dans les CA de toutes les autres organisations, l'Institut de recherche clinique de Montréal, l'Institut du cancer, ils sont partout. Et comment on peut mesurer ça? Il existe en théorie des réseaux ce qu'on appelle la centralité. La centralité, c'est un indice mathématique qui nous dit quels sont les acteurs centraux. Et quand on voit ça, on voit d'ailleurs chez Bengio, c'est normal, mais le deuxième, ce n'est pas une scientifique, c'est Hélène Desmarais. Bengio, c'est normal, c'est un informaticien reconnu mondialement qui a fait des contributions très originales sur la question des réseaux de neurones multicouches. Mais Hélène Desmarais, à ce qu'on sache, ce n'est pas tout à fait une scientifique. On trouve aussi Pierre Boivin, qui est à la tête d'une compagnie d'investissement, Claridge, qui investit dans l'immobilier, entre autres. On est assez loin de l'IA, mais c'est vrai que Mila et Element IA, ça lui prend des édifices. Donc, c'est peut-être qu'il y a peut-être de la location à faire dans le MILEX. OK. Ensuite, on s'est dit, mais où sont ces acteurs-là? Et quand on regarde ces acteurs-là, on s'aperçoit qu'effectivement, souvent, ils sont autant dans le champ universitaire que dans des comités gouvernementaux ou en relation avec des compagnies. Donc, c'est des champs multi-positionnés et donc 5-6 individus qui circulent dans les trois champs, champ économique, champ
politique et le champ universitaire. Mais comment ça fonctionne? Il faut faire peur au monde. Donc, on parle du retard. Et voici ici, lors de l'ouverture de Mila, tu as la PDG de Mila, qui s'appelle Valérie Pisano, qui travaillait avant au Cirque du Soleil, donc qui savait faire le marketing du Cirque du Soleil. Maintenant, le nouveau cirque étant l'IA, on l'a amené chez Mila. Et elle nous dit, ce qu'on a eu dans ces dernières années, ça a été des investissements de base de départ. Cela a permis l'essor de Mila. Mais ce n'est pas suffisant, a-t-elle affirmé au Devoir. Le Mila s'est vu accorder en 2017 une enveloppe de 80 millions de dollars sur 5 ans de la part de Québec et 44 millions du gouvernement fédéral par l'Institut canadien des recherches avancées. Mais à ces sommes s'ajoutent celles non précisées du secteur privé. Mais pour permettre à l'organisation de poursuivre sur sa lancée, il faudra beaucoup plus d'argent, rappelle Mme Pisano. Donc, on voit là qu'on est dans la fuite en avant de dire « Hey, on va être dépassé par les Américains, continuez à mettre de l'argent. Oui, vous en avez mis beaucoup, mais ce n'est pas assez. Continuez à courir. » Rhétorique classique partout. Et c'était donc la source dans le Devoir. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces quelques exemples-là? OK? Il faut rappeler que si on fait une analyse sérieuse de la dynamique des développements scientifiques, c'est nécessairement critique. Pas parce qu'on est critiqueux, parce qu'observer le comportement humain, c'est critique. Si vous observez des électrons dans un tube à vide, l'électron ne peut pas répondre qu'il n'aime pas ça de se faire observer. Parce que l'électron, il ne parle pas. Les humains parlent, donc ils peuvent réagir aux critiques des sciences humaines et sociales en inventant des justifications assez classiques. Et ces analyses, comme je viens de le faire, mettent nécessairement en cause, c'est intrinsèque, les acteurs qui font la promotion de ces technologies. Donc, c'est perçu comme ad hominem, alors que ce n'est pas ad hominem. Ce sont les fourmis qu'on étudie. Ces fourmis-là, étant vivantes, on les voit à la télé, on pense qu'on ne les aime pas. Moi, je n'ai rien contre aucune de ces personnes, mais je les décris dans un réseau en disant, regardez, dans la réalité, là, ces 5 personnes-là, c'est eux qui décident. C'est eux qui sont sur le comité qui écrivent le rapport. C'est eux qui disent au gouvernement de faire ça. Puis ensuite, le gouvernement leur demande de diriger la boîte qu'ils ont dit de créer avec l'argent qu'ils ont demandé. Dans plusieurs endroits, ça s'appelle des apparences de conflit d'intérêts. Et donc, le rapport de force symbolique et institutionnel entre les sciences naturelles, le génie, le biomède et les sciences humaines est inégal. Il est certain que ces acteurs vont tenter de prendre en contrôle le discours et de délégitimer les critiques, même les plus rigoureuses, avec l'appui des grandes entreprises qui font miroiter des emplois fortement subventionnés. Donc, pour comprendre le texte de Villani en préface à l'informaticienne très gentille et qu'on applaudit d'avoir découvert le monde et ses inégalités, mais il faut se dire, madame, on est très heureux, venez dans le cours de Cégep 101, sociologie. Essayez pas de penser que parce que vous avez créé des algorithmes, que vous allez nous faire la morale sur la société. Hein? Nous, on ne sait pas comment les écrire, les algorithmes, mais on vous fait confiance que vous êtes capable de faire des algorithmes qui fonctionnent. Hein? Mais rappelons que les informaticiens qui sont supposés devenus d'être des génies avec l'intelligence artificielle, bien, quand ils ont eu le contrat du fédéral pour créer un logiciel pour faire des chèques des emplois, ils n'ont pas été capables. Puis aujourd'hui, 4 milliards de dollars plus tard, le fédéral n'est toujours pas capable d'avoir un logiciel qui fait des chèques aux employés. Ça devrait être moins compliqué que de l'intelligence apparente. Et donc, tout comme les généraux voudraient contrôler l'écriture des livres d'histoire de guerre pour montrer que c'est eux qui ont la vraie vision de l'histoire, les scientifiques, l'écriture de l'histoire des sciences, ça s'est vu. Bien, les promoteurs de l'IA font tout pour garder le contrôle de leur message optimiste auprès des médias qui sont assez naïfs pour n'inviter que des informaticiens pour nous dire que l'informatique, c'est génial. Imaginez-vous que les mêmes journalistes
appellerait un chimiste de Monsanto, la compagnie Frankenstein, pour nous dire que la chimie, c'est bon. Ils ne le feraient pas parce qu'ils n'ont pas la naïveté, parce que Monsanto, c'est un gros méchant, et donc, il ne faut pas qu'on l'invite. On va inviter d'autres individus. Mais pour l'IA, on invite des gens qui, au fond, ne font que la promotion d'eux-mêmes et de leur discipline sans avoir de distance critique. C'est donc, à mon avis, dans ce contexte qu'il faut interpréter la rhétorique dominante actuelle, tant chez le scientifique en chef que chez les dirigeants des organismes subventionnaires, de la co-construction, qui laisse croire que tous les acteurs sont égaux et collaborent. Gingras peut collaborer avec Benjo, même s'il critique Miller. Tout ça, il n'y a pas de conflit d'intérêt, tout le monde s'aime. Okay? Alors que la hiérarchie des disciplines et le rapport de force entre institutions est parfaitement inégal. C'est d'une évidence totale. La rhétorique de la co-construction fait donc disparaître toute idée de conflit d'intérêts au nom de l'idée généreuse et faussement naïve de la recherche commune du bien commun. L'exemple le plus flagrant de ça, c'est la création, il y a maintenant 1 an et demi ou 2, de l'Observatoire international des impacts sociétaux de l'IA. On a créé ça pourquoi? Parce qu'on avait mis des centaines de millions sur l'IA. Et là, il y a quelqu'un qui commence à se dire, c'est vrai, il faut regarder les impacts sociétaux. Mais aussitôt qu'ils ont dit les impacts sociétaux, ils ont mis ensemble des centaines d'informaticiens qui ont dit, on va s'occuper de ça, nous, les impacts sociétaux. On va faire la déclaration de Montréal. Ah bon, donc tu as les mêmes informaticiens qui vendent leurs bebelles, sont sur l'Observatoire des impacts sociétaux sans sociologue, sans analyste distant, avec les mêmes gens sur le comité, qui vont avoir une distance critique sur les impacts sociétaux de l'IA. Normalement, dans une société où les chercheurs ont un peu l'œil ouvert, ça s'appelle apparence de conflit d'intérêts. Il faut donc être conscient de tout ça, à mon avis, et défendre avec fermeté l'autonomie des méthodes et des questions issues des sciences humaines et sociales, sachant qu'il est difficile de s'opposer à la vertu. Le scientifique va me dire, hey, Gingras, tu es contre la collaboration. On va dire, non, j'étudie les informaticiens, je montre leur réseau. Bien, si c'est lui qui décide de ma subvention, je ne l'aurai pas. Parce qu'il n'aimera pas ça lire dans mon document que je critique avec des données. L'analyse des réseaux, l'analyse des conseils d'administration, l'interlocking des conseils d'administration. C'est des données empiriques qui nous montrent comment ça va. Et quand on dit que l'IA au Québec est dans les meilleurs du monde, bien, je dis aussi, regardons dans les bases de données, et c'est faux. Le Québec n'est pas, ni le Canada, parmi les 5 et même les 30, les 25 meilleurs au monde en IA selon les classements existants des informaticiens en intelligence artificielle et même sur l'informatique en général. Donc, on prend les données quand ça fait notre affaire. Quand ça ne fait pas notre affaire, on s'autoproclame les meilleurs au monde. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas rêver, mais ensuite, il faut regarder les données. L'IA, les milliards les plus investis en IA, c'est la DARPA, le Department of Advanced Research des États-Unis, qui est lié à l'armée et à la Navy. C'est eux qui investissent des milliards et des milliards sur l'IA. Est-ce que le Québec, qui produit 1% des connaissances mondiales en sciences, peut penser compétitionner avec l'IA parce qu'il y a un chercheur qui est reconnu dans le monde? On est en plein délire. Donc, il faut que nous, qui connaissons les autres exemples de sciences et technologies, ayons un œil un peu plus critique sur ces questions. Et donc, pour ceux qui voudraient creuser, parce que je ne suis pas le premier à soulever ces questions-là, il y a beaucoup de livres qui nous rappellent la réalité. Le livre de Cardon sur À quoi rêvent les algorithmes, ou même celui d'Antonio Casilli sur En attendant les robots, qui montrait bien qu'il y a plein de petites mains qui font le travail qui semblerait fait par un robot. Ce n'est pas un robot qui le fait, c'est des gens. Et si on va une décennie avant, le nano-hype, sur le hype, donc le délire entourant les prévisions sur les nanotechnologies. Et bien sûr, le livre de Luc Julia, L'intelligence artificielle n'existe pas.
qui parle de l'intérieur et qui, lui, continue à faire son travail d'informaticien crédible et sérieux, sans se transformer en gourou qui va nous dire quelle sera la société de demain. Sur ça, merci de votre attention. On passe à la discussion. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça met vraiment le domaine de l'intelligence artificielle comme on le connaît et surtout, on est, comme vous l'avez dit au départ, on est bombardé par des informations. Et tout le monde s'approprie le sujet de l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Puis il y a des thèmes aussi, des thématiques récurrentes comme l'IA centrée sur l'humain, l'IA au service de l'homme, tout ça, que ça fait que nous, ça devient difficile de prendre une distance critique par rapport à ça parce qu'on est bombardé d'informations. Donc, comment savoir c'est quoi l'état des lieux? Et aussi, par rapport à ma formation de droit, comment moi, étudiante en droit qui commence dans la recherche, peut discuter de quelque chose qui la dépasse aussi un peu. Quelle est notre légitimité, nous, en tant que juristes, de parler d'algorithmes quand et vouloir les encadrer, par exemple, encadrer les biais algorithmiques, quand je ne comprends pas nécessairement toutes les technicalités qui les concernent. Vous voulez que je commence ça d'abord? Oui, puis après ça, je vais passer aux questions du public. Je vois que ça commence à entrer. OK, oui. Non, ça, c'est une chose qui est très intéressante et il y a deux niveaux. Si on parle du droit, c'est un domaine qui m'intéresse un peu, même si je suis toujours très critique des avocats, à distinguer des juristes, parce que ce sont les sophistes modernes. Donc, si on veut comprendre ce qu'ils font, il faut retourner à la sophistique. Hein, donc, chez Platon, chez Aristote, sur la rhétorique. Donc, déjà, avec des éléments rhétoriques, on peut avoir une cloche qui sonne. On dit, écoutez, là, on nous prête ce type de discours, comme je dis, hyperbolique. Ça se voit dans le discours. Ensuite, sur le plan technique, et là, c'est compliqué, mais je vais en dire un mot quand même, c'est qu'au fond, les gens pensent qu'il faut être expert. Et ça, c'est faux. Il ne faut pas être expert. Il faut comprendre la structure formelle de cette idée-là. Okay? Si on dit un algorithme, c'est quoi? OK, c'est un système dans un ordinateur qui est branché avec des courants électriques, OK, puis qui a un code binaire 0-1. On lui donne des ordres, on lui fait faire des choses. Les ordinateurs d'aujourd'hui vont beaucoup plus vite. Donc, c'est pas quand les gens, dans les journaux, ont dit c'est incroyable, Blu-ray, ou je ne sais plus trop le nom de Bluetooth, ou je ne sais plus trop le nom de l'ordinateur, qui a battu Kasparov. Mais quiconque a un peu de réfléchir, il n'y a pas de surprise parce qu'un ordinateur, s'il va vite, il parcourt l'espace du possible que nous, on ne peut pas. Donc, ce n'est pas surprenant, il y a des règles. Mais dans un domaine où il n'y en a pas de règles, je vous envoie dans le bois demain, là, vous n'avez pas avant la carte de la forêt, vous n'avez rien. Vous allez vous débrouiller. L'ordinateur, il ne débrouillera pas. Donc, il faut comprendre la base. On dit, un algorithme, il y a des codes, il y a des langages. Et là, comme les ordinateurs vont vite, je vous donne comme exemple, il y a la plupart des algorithmes qui sont utilisés pour optimiser dans le système français, là, pour les inscriptions à l'université. Parcoursup. Parcoursup, ça a été écrit au milieu des années 1960. Donc, mathématiquement, l'algorithme, on l'avait, mais il n'y avait pas un ordinateur qui allait assez vite pour faire calculer cet algorithme-là en disant en 2 heures ou en 3 heures. Donc, aujourd'hui, on dit hey, Parcoursup, les algorithmes sont anciens. Donc, il ne faut pas comprendre comment le théorème est fait. OK, il y a des équations, ça marche, mais attention, là, vous en tirez des déductions qui sont complètement déconnectées de cette affaire-là. Si on débranche ça, donc il n'y a pas de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est les ordinateurs qui vont vite parce que les ingénieurs électriciens ont développé des techniques matérielles pour que ça calcule vite et non pas en 3 heures et demie, mais en d'une demi-seconde. Donc, si on comprend la base de la science, ça suffit. Après qu'il y ait des transformés de Fourier, on laisse ça aux mathématiciens. On sait qu'ils font des maths pour ça, pour compresser le langage. Ils font un échantillonnage des données. Ça ne nous intéresse pas. C'est tirer des conclusions, de dire ta boîte noire, qu'est-ce qu'elle fait et comment on peut s'assurer que vous savez ce qu'elle fait, votre boîte noire. Donc, on n'est pas obligé d'être expert absolument. Sinon, on ne fera rien au nom de la légitimité. C'est pour ça que j'ai parlé de co-construction. C'est que les informaticiens disent hey, moi, je suis informaticien, donc je parle de la société. Je dis non, je m'excuse. Je parle d'informatique. Je dis toujours ici,
comment se fait-il, puis là, c'est pas une critique il y en a qui vont percevoir ça comme une critique personnelle, c'est le problème de la sociologie. Quand on analyse les structures, on a l'air contre. On n'est pas contre. Moi, j'ai analysé le nucléaire, il y en a qui pensaient que j'étais contre, d'autres pensaient que j'étais pour. Je dis, ben non, je vous montre comment ça marche, le nucléaire. Donc ici, quand vous voyez Yoshua Bengio à la télé ou dans les entrevues, je vous pose la question, combien de fois il a parlé d'informatique? À mon avis, zéro. Il a parlé de société, de guerre, d'amour universel. Mais tu dis, mais mon père peut parler d'amour universel, là. Pourquoi Benjo vient à la télé pour nous parler d'égalité humaine? C'est un expert en informatique qui parle d'informatique et qui nous dit comment son logiciel est construit, sur quelles données il est construit. Ça, c'est de l'informatique. Fait que les journalistes, c'est le travail des journalistes de dire, t'es bien gentil, mais Einstein, parle-nous d'une bombe atomique E égale MC2, mais parle-nous pas, Einstein, que tu penses que la paix devrait dominer dans l'univers. Tous nos parents pensent la même chose et on ne les invite pas à la télé. Très bien. Je vais dire un petit mot, si vous permettez. D'abord, merci beaucoup, Yves, pour cette présentation très roborative et qui remet les pendules à l'heure. J'avais lu avec beaucoup d'intérêt le bouquin de Raoul Julia. Lui, il parlait plutôt d'intelligence augmentée. Oui. Ça me semble déjà un terme plus intéressant que artificiel. Bon, alors, on sait ces choses, effectivement, ces discours hyperboliques. Pour avoir travaillé, moi, dans le domaine des technos, de l'info depuis plus de 30 ans, on a entendu toute une série de promesses qui n'ont jamais été tenues, mais évidemment qui excitent les investisseurs et aussi les journalistes qui sont toujours en quête d'histoires un petit peu extraordinaires. En droit, on a eu beaucoup, nous, dans les dernières années, le juge robot. Hein. Alors là, c'était aussi, pour travailler un peu dans ces domaines, le juge robot, c'est vraiment un fantasme absolu et inimaginable. Mais bon, ce qui est étonnant, alors pour les journalistes, on pourrait dire, bon, ok, ça va, on peut comprendre à la limite, mais le scientifique en chef du Québec, quand même, n'a-t-il pas une responsabilité scientifique, c'est le cas de le dire, de séparer le bon grain de l'ivraie et de se dire à un moment donné, bon, ben, je ne vais pas me faire emporter par ces délires, comme vous dites. Comment expliquer que la politique scientifique du Québec, parce que c'est ça dont il s'agit, soit basée sur ces délires hyperboliques, sans rationalité et surtout sans perspective historique, une mémoire, mais vraiment si courte, qui quand même, venant encore une fois, d'un investisseur, d'un journaliste, on peut toujours l'imaginer, mais venant quand même de celui qui représente la science au Québec, c'est quand même très étonnant. Oui, ça, c'est une question intéressante parce que ça pose la question de quelle est la fonction réelle d'un scientifique en chef. On a donc au niveau fédéral Mona Lemaire, qui est la scientifique en chef, et au Québec, on a Rémi Quirion. Dans les deux cas, on a donc des chercheurs qui viennent du domaine des sciences biomédicales. Et qui donc, et ce n'est pas une critique intrinsèque, c'est lié à la formation des gens en sciences biomédicales ou en physique et en sciences dures, qui ont une vision hyper simpliste des sciences humaines et sociales et pensent qu'au fond, le gros bon sens d'un humain, c'est comme la psychopathe. Ben moi, je prends des psychologues pour savoir que là, lui, il est mal à l'aise et qu'il est fâché à cause du ressentiment. On a des mots-clés, puis le principe d'Édipe. Okay? Et donc, c'est des gens qui sous-estiment l'importance des sciences, malgré qu'ils vont dire oui, c'est important. Mais quand on écoute la suite, on dit, une fois qu'on dit c'est important, ben, ils donnent la parole aux scientifiques. Ça, c'est la réalité basique. L'autre qui est plus institutionnel, c'est que les scientifiques en chef, en théorie, on dit qu'ils sont indépendants. Sauf qu'il ne faut pas être naïf, là. Ils sont moins indépendants que moi. Okay? Et donc, ça veut dire que dans certains cas, on n'a pas accès aux discussions privées que le scientifique ou la scientifique en chef peut avoir lieu, mais ils ont beaucoup de réserves que moi, je n'ai pas. Et on peut penser qu'ils n'en pensent pas moins, mais ils ne peuvent pas se mettre à remettre en cause, après que la décision a été prise, la décision d'un ministre, Fitzgibbon, qui est un peu hyperactif, dit oui, on est bon là-dedans, on est les meilleurs. Fitzgibbon, c'est un comptable de formation. C'est bien gentil. On dit que c'est un investisseur. Est-ce qu'il a créé des compagnies? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'il était dans le domaine de l'immobilier? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de quelqu'un qui construit par une innovation réelle et qui devient riche. Donc, je pense qu'ils ne sont pas si indépendants que ça.
Et ils font plutôt un discours optimiste de la science. Oui, il faut investir plus. Donc, ils sont souvent les porte-parole de la communauté scientifique qui disent plus c'est mieux. Effectivement, la science est le seul domaine où on peut toujours faire plus de recherches, former plus d'étudiants, même si on surproduit des doctorants en sciences pures, mais on ne le dira jamais parce qu'il faut toujours plus. Donc, ils ne sont pas indépendants et leur discours critique est impossible. Le discours critique ne sera permis que tant que nous, on aura notre liberté académique remise en question ces jours-ci par des petits gauchos étudiants et non plus par l'Église ou par les compagnies, mais par les étudiants eux-mêmes qui veulent nous remettre en cause. Comme j'ai dit, on a survécu à la censure de l'Église, à la censure de l'État, à la censure des compagnies. On va survivre, si on se tient debout, à la censure des étudiants d'extrême gauche. Et donc, ils n'ont pas cette liberté-là, malgré les apparences qu'on dit oui, le scientifique en chef est indépendant. Dans sa parole publique, il représente la science et il n'ira jamais dire qu'on concentre trop d'argent dans un domaine. J'espère qu'il le pense. J'espère qu'il le pense. Mais il n'osera jamais dire ça. Effectivement, c'était très intéressant et j'assistais à une soutenance de thèse il y a une dizaine de jours où l'étudiant avait fait état des rapports droit et littérature et de l'influence de la littérature, des romans, sur l'appréhension des technologies par le droit, mais aussi par d'autres secteurs. Alors, effectivement, nos amis romanciers ont souvent une imagination qui déborde et qui est intéressante à lire, mais qu'il faut aussi évidemment garder où elle est, c'est-à-dire dans le roman et dans l'expérimentation littéraire. Merci beaucoup, Yves. Exactement. Merci. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine, peut-être. À très bientôt. Salut.